Bienvenue à Nesrine Libib. Merci. Merci à vous, mais également un mot de bienvenue à Ismaël. Je vous remercie. Moussaïd, à Yasmine Smad. Merci. Et à Lotfi Lamsaouri, qui, donc tous les deux, vous avez comme particularité d'être étudiants et d'avoir été aux États-Unis dans le cadre du programme onusien des jeunes ambassadeurs. Mais moi, aujourd'hui, je vais profiter de votre présence pour ouvrir un débat avec vous sur la réforme de l'école. C'est un débat qui est aujourd'hui d'actualité. On dit que notre système éducatif, il faut le rénover, il faut le remoderniser, de manière à ce qu'il soit beaucoup plus performant. Et vous qui êtes étudiant, parce que très souvent, en fait, on fait le débat sur l'école sans les étudiants, sans les écoliers. Donc, profitez de l'occasion pour faire ce débat avec vous, qui êtes étudiant. Nisrine, sur la réforme de l'école, tout ce que tu entends dans l'atmosphère ambiante, qu'est-ce que ça t'inspire ? Je pense tout d'abord que notre système éducatif ne repose pas sur une base solide et vraiment structurée. Il ne répond pas vraiment aux besoins et attentes des élèves. Les élèves, quand ils partent à l'école, ils ne s'épanouissent jamais. Il n'y a pas vraiment d'activité parascolaire. On travaille de 8h à 18h sans vraiment être épanoui. Donc ça veut dire que l'école aujourd'hui ne répond pas, avant tout, aux aspirations, aux attentes des élèves eux-mêmes. Oui, exactement. Voilà. Ça c'est au niveau pédagogique, au niveau... je sais pas, au niveau des structures des écoles, c'est-à-dire au niveau c'est pédagogique, le professionnel enseignant, c'est le... tout d'abord au niveau pédagogique, les encadrants, mais aussi les infrastructures. 30% des élèves dans les écoles publiques n'ont pas accès aux infrastructures primordiales. Et aussi... 1 sur 7 des élèves vont à l'école privée et l'école publique a des résultats nettement plus faibles que l'école privée selon la Banque mondiale. Banque mondiale, entre autres, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux aussi, Oui. parce qu'il y a à peu près 7 millions d'élèves dans le public et 700 000 dans le privé. Ismaël, sur l'école et sur vous, votre rapport aussi à l'école et à votre école, est-ce que tout va mal, il faut tout remettre à plat et tout reconstruire, ou il y a déjà un existant qui est intéressant, sur lesquels déjà on peut améliorer? On peut pas nier que l'école marocaine a quand même fait des progrès par rapport à plusieurs années, comme la vision stratégique de la réforme de l'éducation marocaine lancée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui vise l'éducation d'une école d'équité de qualité d'ici 2030. Néanmoins, les résultats de cette vision de stratégie, malgré les efforts mais fournis toi, ton école par rapport à toi, est-ce que c'est quelque chose il y a des choses qui peuvent être améliorées ou pas, ou si oui, lesquelles? Tu vois un peu ce que je veux dire? Parce que Nissine tout à l'heure dit, il faut déjà l'école puisse répondre aux attentes, à nos attentes, aux jeunes écoliers. Est-ce que toi, c'est un sentiment que tu partages? Pas à 100%, vu que le programme marocain est basé sur la mémorisation et non sur les capacités de chaque élève. C'est-à-dire qu'il faut avoir une capacité d'archivage dans la tête et pas de réflexion, en fait, c'est ça? Non, c'est juste que notre programme est basé sur l'apprentissage et la mémorisation. Donc, 48% du programme marocain est basé sur l'apprentissage. Est-ce que toi, ça te gêne? Oui, ça me gêne personnellement. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à prendre de la distance par rapport au savoir qu'on te transfère? C'est juste que, de 1, l'apprentissage n'est pas à 100% ma passion. Et de 2, c'est les capacités de chaque élève. Plusieurs élèves ont des capacités cachées. Si on se base sur la mémorisation, on ne crée pas des génies. On ne crée pas des personnes qui vont servir notre futur. On crée des robots. Des robots. Les robots, ils arrivent aussi. C'est la robotisation, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Yasmine Smad, pour toi, l'école, le système éducatif dans lequel nous sommes, avec les réformes, différentes réformes qui ont été déjà menées, comme la généralisation, mais aussi tout ce qui est l'introduction de langue étrangère, tout ce qui est d'actualité aujourd'hui. Et toi, ton rapport à l'école, est-ce qu'il faut tout mettre à plat, tout reconstruire, ou il y a déjà des choses qui peuvent être... Il faut mettre l'effort sur l'amélioration? À mon avis, il faut tout reconstruire, puisque notre école, enfin les écoles privées ou publiques, ne donnent pas beaucoup d'importance à des choses qui normalement sont très importantes pour les étudiants, comme par exemple les langues étrangères qui ne sont pas apprises à l'école, puisque l'école se focalise plus sur la langue arabe, ce qui normalement ne doit pas être fait. Mais toi, par exemple, tu es parfaitement bilingue, trilingue? Trilingue. Donc tu es parfaitement arabophone? Arabe, français et anglais. Tout ça, c'est grâce à l'école? Oui.
Mais, Non, mais je fais des cours au centre américain. c'est-à-dire que, voilà, parce que toi, peut-être que tes parents ont senti l'intérêt majeur de te doter, en fait, de nouvelles compétences extrascolaires et des compétences, en fait, qui sont linguistiques, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est le cas aussi de l'autre fille? Je pense que le système éducatif, il est à un certain degré compétent, puisqu'il a donné de bons résultats. Mais je pense aussi qu'il faut passer de la théorie à la pratique, parce que la plupart des écoles se focalisent surtout sur la théorie, sur ce qui est cours, leçons, apprendre pour des examens. Mais pour la plupart du temps, les élèves finissent par oublier tout après les examens, donc ça ne donne pas vraiment des résultats fructueux. Est-ce que toi, l'autre fille, comme d'ailleurs, je vous poserai également la question à chacun d'entre vous, est-ce que l'école, dans l'école et l'école en général, tu considères que c'est ce que nous disait d'ailleurs un peu Ismaël, c'est il faut mémoriser, voilà, prendre par cœur. Non. Voilà, et on n'a pas le temps de prendre un peu de distance par rapport à la réflexion, par rapport à l'esprit critique. Est-ce que c'est ça que tu regrettes au niveau de l'école? Oui. Et est-ce que c'est handicapant, ça? Oui, c'est handicapant parce que il ne faut pas juste se focaliser sur la mémorisation et sur l'apprentissage des cours, parce que ce n'est pas ce qui est important dans la vie, parce que la plupart des écoles étrangères, ils font apprendre à leurs élèves les arts de survie basiques, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc je dis Et je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Voilà. Les arts, c'est quoi, c'est-à-dire? Il ne faut pas... Ce n'est pas que les leçons qui comptent dans la vie, parce qu'il y a des autres choses très importantes qui peuvent te servir hors des cours. C'est-à-dire la nature? Voilà. Comprendre par exemple la nature, Oui. les enjeux climatiques. C'est ça un petit peu où Il faut étudier la vie en direct, pas seulement en théorie. Comme un exemple en SVT ou en physique, il faut créer plus de laboratoires pour donner de l'accès aux élèves à la science directement. Donc une prise directe, plus directe en tout cas avec la réalité, Voilà. et ne pas rester perché sur le toit de l'école, c'est ça? Voilà. C'est Nisrine, oui. Un peu là-dessus, est-ce que c'est apprendre par cœur, c'est très élitiste l'école, c'est on fait du bourrage de crâne, on bourre, ou c'est aussi autre chose? C'est principalement du bourrage de crâne, apprendre. Pour être le meilleur? Pour être le meilleur. Parce que l'école ne reconnaît pas ceux qui ne sont pas au top, en fait. Exactement. Il faut être le meilleur pour exister à Le l'école. meilleur à l'école, c'est celui qui sait apprendre, c'est plus celui Et qui sait réciter. Qui sait réciter, c'est plus celui qui réfléchit, qui essaie de trouver par lui-même des solutions. Par exemple, en physique, comme a dit l'autre fille, on se focalise surtout sur la théorie, comment résoudre un problème de maths ou de physique. Par contre, faire une recherche dans un laboratoire, essayer de voir par nous-mêmes des réactions chimiques, etc., on ne le fait pas. Et je trouve que c'est très dommage, parce que c'est la base de l'apprentissage. Est-ce que ça veut dire que notre école aujourd'hui, ou en tout cas nos écoles aujourd'hui, sont plutôt dans un monde irréel, et que vous êtes en attente, vous, de monde beaucoup plus réel, en étant connecté avec la pratique? Oui, exactement. Et ça pose un problème dans les écoles supérieures, quand les autres maîtrisent ce qui se passe, par exemple, dans un laboratoire, et nous, on est nouveau, on comprend pas ce qui se passe. Et je trouve que c'est une entrave à notre réussite et à notre développement. Beaucoup plus que la langue d'enseignement, parce qu'on dit que pour apprendre les mathématiques ou la physique ou d'autres matières techniques, il faut nécessairement aujourd'hui les apprendre en anglais ou en français. Oui, il faut aussi améliorer la façon dont on acquiert les langues. Par exemple, il ne faut pas balancer 3 langues d'un coup pour un enfant. Il faut savoir comment lui instaurer l'apprentissage de la langue. Que ce soit un parce que c'est apprentissage primordial. progressif, en fait, et graduel. Progressivement, exact. Ismaël, sur les langues étrangères, vous avez suivi comment? Aujourd'hui, on dit qu'il faut nécessairement que le français et l'anglais, ou l'anglais et le français, mais essentiellement a priori le français, soient introduits comme langue d'enseignement pour apprendre les mathématiques ou les sciences, par exemple. Est-ce que toi, tu considères que c'est effectivement, il faut le généraliser et ça va permettre d'améliorer l'apprentissage des jeunes? Pour partir de l'avant, il faut premièrement, vis-à-vis de moi, dans mon avis personnel, je trouve qu'il faut premièrement valoriser notre langue natale, qui est la langue arabe. En sachant que la langue arabe est maintenant la quatrième langue la plus parlée au monde. Quand tu dis valoriser, c'est intéressant, parce qu'on va aller un petit peu sur la langue, je vais vous poser la question à chacun. Est-ce que tu fais partie de ceux qui disent, voilà, aujourd'hui, déjà, valorisons l'arabe littéraire comme langue, avant de s'ouvrir sur les langues étrangères en tant que matière enseignée, comme langue enseignée, pardon, pour les matières scientifiques et mathématiques? Oui. Je trouve que
par valoriser la langue arabe, faut que l'enfant, dès son jeune âge, maîtrise la langue arabe. C'est que la langue arabe soit la langue maternelle. Soit une C'est ça, langue, ou là soit la langue maternelle. Et personnellement, moi, je pense que la plupart des lycéens de cet âge-là, on a eu les trois langues à peu près en même temps, avec C'est arabe, français, arabe, anglais. français, anglais. Genre, on ne s'est pas focalisé sur une après l'autre, après l'autre. C'est ce que disait un petit peu Nissan tout à l'heure. Et exactement. Mais pour toi, la langue arabe, elle est centrale, ça doit être le pivot linguistique. Non, pas le pivot. Faut donner à la langue arabe, sa valeur exacte et s'ouvrir sur d'autres langues comme le mandarin, l'anglais, le français. Les langues dynamiques à travers le monde. Langue dynamique. Yasmine, là-dessus, sur les langues, toi, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu es parfaitement trilingue. Je pense que les uns les autres aussi parfaitement trilingues, arabophone, francophone, anglophone. Le débat aujourd'hui sur il faut introduire les langues comme langue d'enseignement à l'université, ensuite descendre au lycée et au collège. Et ceux qui disent non, parce que, un peu dans l'idée d'ailleurs d'Ismaël, de dire voilà, il faut valoriser d'abord la langue arabe, notre langue d'enseignement à l'école doit refléter notre identité nationale. C'est ce, grosso modo, certaines formations politiques qui tiennent ce discours-là. Est-ce que toi, ça a du sens ? À mon avis, il faut accentuer et encourager l'apprentissage des langues à l'école, en parallèle bien sûr avec l'arabe, puisque c'est le meilleur atout pour les étudiants après leur bac, qui leur servira peut-être après leurs études, dans leur carrière, etc. Comme l'apprentissage de l'arabe, l'anglais, français, le mandarin, pourquoi pas, l'espagnol. Et bien sûr que l'arabe, c'est notre langue natale, donc on est obligé de bien l'assimiler et pouvoir parler. Est-ce que la langue arabe, telle qu'elle est aujourd'hui, ça vous permet, et ça vous a permis, ça vous permettra de faire l'apprentissage de certaines matières et d'avoir une ouverture sur le monde extérieur, sachant qu'effectivement, comme l'a dit Ismaël, c'est la 4e la plus parlée au monde comme langue. Donc voilà, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, parce que je pense que la langue, ça permet d'apprendre des choses et de continuer à apprendre, d'apprendre. Donc est-ce que il y a peut-être un enjeu aussi à ce niveau-là sur les mathématiques, sur des différentes matières, est-ce que c'est plutôt l'anglais, c'est plutôt le français, c'est plutôt l'arabe ? C'est plutôt l'anglais qui est une langue internationale maintenant et qui est parlée par plusieurs pays, donc c'est la langue la plus importante. Bien sûr, notre langue arabe doit être bien assimilée, comme j'ai dit, et voilà. Mais c'est pour voir un petit peu l'autre fille, tu en penses quoi, toi ? Je partage l'avis de mes camarades. Je pense que le Maroc, étant un pays arabe, doit respecter sa langue natale et l'apprendre parfaitement. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas forcer l'apprentissage de l'arabe sur les élèves. Il faut les faire aimer la langue, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que toi, tu considères, par exemple, l'autre fille, que les élèves, en fait, on ne vous donne pas l'amour de la langue arabe ? Est-ce que là, il y a un effort à faire, peut-être une matière d'ailleurs, hein, peut-être à créer, pour donner envie et qu'il y ait un peu d'attractivité de cette langue, oui. Et que c'est là Il faut montrer problème. aux enfants dès leur plus jeune âge que l'arabe est une langue merveilleuse et leur donner l'envie de poursuivre l'apprentissage dans cette langue. Sinon, ils vont juste bourrer leur cerveau de cette langue et s'enlacer et voir les autres langues et oublier l'arabe complètement. Quand on dit l'arabe, c'est l'arabe littéraire. Hein. Oui, l'arabe littéraire. Pour Ismaël, là-dessus, est-ce que tu disais tout à l'heure, il faut revaloriser la langue arabe aujourd'hui et l'associer à d'autres langues dynamiques internationales comme le français ou comme l'anglais? Mais là, tel que c'est parti aujourd'hui, j'ai l'impression que vous qui étiez à New York, à milliers de centaines de milliers de jeunes venus des quatre coins du monde, est-ce que c'est possible aujourd'hui de construire un nouveau modèle linguistique? Ou est-ce que c'est trop tard parce que ça va tellement vite qu'aujourd'hui, il faut vite apprendre l'anglais, vite apprendre le français, vite apprendre des matières, y compris académiques, qui vous permettront, vous, de tracer le dessin d'une carrière professionnelle? La langue est juste un moyen pour transmettre les informations. Un truc qui m'a vraiment plu lors de mon voyage, c'est que j'ai des gens qui ont su qu'on était marocains et qui sont venus et ils ont essayé de nous parler avec le français. Donc vous étiez à New York, il y avait 130 pays, oui, il y avait 193 délégations, dont la délégation marocaine pour la première fois, je crois savoir. Oui, c'est la première fois qu'il y a. Voilà. Et donc, quand les organisateurs, quand on venait vous parler,
On vous parlait en français. Non, c'était plus des collègues, des gens, des autres délégués et tout. Des autres délégations, d'autres jeunes en fait. D'autres jeunes. Donc quand il y avait Maroc, quand ils ont vu la délégation Maroc, ils savaient que vous étiez marocain, ils vous parlaient en français. Et ils ont essayé de nous parler en français. C'était vraiment très aimable. Tu vois. Et Pourquoi selon toi ils t'ont parlé en français? Quand ils ont vu Maroc, délégation marocaine, ils ont fait un lien géographique ou culturel ou historique d'ailleurs, en te parlant en français. Est-ce que tu t'es posé la question? Ils auraient pu te parler anglais, ils auraient pu te parler en arabe littéraire, ils auraient pu te parler en mandarin peut-être d'ailleurs. Mais ils ont choisi le français. Pourquoi selon toi? Je trouve que le français est la deuxième langue la plus importante dans le Maroc. Et c'est pas si dur que ça de savoir que le Maroc, par exemple, dans toutes ses conférences, utilise cette langue. Donc c'est pas si dur que ça de savoir que le Maroc communique bien cette langue. Parce qu'on est un pays francophone. On est un pays francophone, c'est exactement ce arabo-francophone. Nisrine, là-dessus, lorsque vous étiez entre jeunes écoliers, étudiants, New York, c'était la langue de communication et d'échange, c'était l'anglais, le français? C'était l'anglais, la langue d'échange. Mais nos collègues ont voulu essayer de parler français pour faciliter la conversation. Et aussi, quand on leur a dit qu'on était arabe, ils ont aimé le fait, ils ont essayé d'apprendre ce que c'est l'arabe. Est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est une belle langue, si c'est difficile. Donc, on essaie de promouvoir notre langue, on essaie de se développer à l'aide de cette langue. Les autres, on sera développé par notre propre langue. On ne sera pas développé par le français, par exemple, l'anglais. Mais on sait qu'aujourd'hui, la planète est dominée par des langues déjà. Oui, c'est des langues importantes qu'on doit acquérir, bien sûr. Mais il ne faut surtout pas oublier l'arabe, parce que c'est notre langue maternelle. Et quand on est vu comme des arabes... Est-ce que c'est une partie de votre identité, la langue arabe? Est-ce qu'il y a une dimension identitaire composée par, comme matériau, en tout cas matériel, en tout cas la langue arabe? Oui, parce qu'on est arabe, on ne peut pas ne pas parler arabe. Je trouve, par exemple, si on sort de la rue, que, par exemple, un Américain ou un Français nous parle, et nous demande si on parle arabe, alors qu'on est arabe, et qu'on dit non, je trouve que c'est un peu déplacé, et ça nous sous-estime, en fait. Parce que les Français, ils parlent français. Ils ont cette langue, par exemple, dans les Nations Unies, ils parlent français, ils ne parlent pas anglais, etc. Du coup, et toutes les délégations, parce que je vous disais, il y avait 130 pays en fait. Oui. Les pays, tout le monde parlait avec sa langue, ou tout le monde, ou majoritairement, ils parlaient en anglais ou en français ou en chinois? Non, on parlait anglais, mais tout le monde parle anglais. Tout le monde parle anglais. Mais par C'est-à-dire exemple, que si on ne parle pas l'anglais, qu'on se retrouve à New York aux Nations Unies, on est complètement largué. On est perdu. On peut parler à personne en fait. Voilà. De base, parmi les tests qu'on avait fait pour être élu dans l'activité, c'est-à-dire les tests de présélection. Les tests de présélection étaient en anglais et ça qualifiait notre niveau d'anglais. D'accord. Oui, parce que je rappelle aussi que sur les 140 en fait, étudiants, il y a eu des tests de présélection qui ont été faits à Casablanca, à Rabat et à Marrakech. Donc vous avez été présélectionnés et donc il y avait comme critère le critère des langues. Critère de langue anglaise. De l'anglais. Il fallait parfaitement maîtriser l'anglais pour être éligible et pour pouvoir participer à ce programme de jeunes ambassadeurs. Mais ça veut dire quoi, Yasmine? C'est-à-dire que toi, tu étais à l'aise? Oui, j'étais à l'aise. Ouais. Tu étais à l'aise? Oui. Déjà, moi, Dans le langue parlé, c'était ça? Oui, moi, je suis à l'aise avec l'anglais. C'est une langue facile. Mais entre nous, on pouvait parler avec notre langue natale et ce n'était pas un problème. Mais l'anglais, c'était la langue de communication? Oui. Mais je crois savoir, on n'a pas de chiffres et de statistiques là-dessus, mais je crois savoir qu'il y a très peu le pourcentage est très faible de personnes chez nous au Maroc qui parlons et maîtrisons parfaitement l'anglais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est aux Nations Unies, c'est un peu le toit du monde. Vous avez pu voir, si vous ouvrez les fenêtres, si on voit le monde en grand, ça veut dire que si on ne maîtrise pas l'anglais, on n'existe pas à travers le monde. Voilà. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on peut avoir ce ressenti-là ou j'exagère? Oui, l'anglais est la langue principale au monde, c'est la langue industrielle, c'est la langue du business. Si tu ne parles pas anglais, tu peux survivre dans la vie, mais ce ne sera pas facile. Survivre, hein. Je bénéficie pas vivre, c'est survivre. Survivre. Ouais. Ismaël Moussaïd, parce que nous, on est un pays francophone, pays bien sûr arabophone avant tout. La darija est la langue la plus parlée par les populations. Et en même temps, on nous demande d'être parfaitement anglophone pour pouvoir communiquer avec le monde extérieur. C'est un peu difficile, non? C'est difficile, mais si notre éducation, dès notre jeune âge, nous donnait les 3 langues, par exemple, si on nous faisait maîtriser la langue arabe,
au début, genre seulement la langue arabe. Dès la maternelle. Dès la maternelle, dès notre bas âge. Après, on nous donne des notions de français, genre jusqu'à la maîtrise de la langue française. Après, la maîtrise d'une autre langue, comme l'anglais par exemple. Et en gradation, genre, pas les 3 langues en même temps. Ce que vous disiez tout à l'heure, ce que disait Nisrine d'ailleurs tout à l'heure. Exactement. Mais parce que les jeunes que vous avez croisés pendant 3-4 jours aux États-Unis, ils ont pas cette problématique-là. Non. Grosso modo, voilà, je veux dire. Donc est-ce que vous avez l'impression de partir avec un handicap en fait? Même si aujourd'hui vous êtes parfaitement trilingue ou pas du tout? Non, vous étiez parfaitement à l'aise? On était à l'aise, on pouvait communiquer, partager nos informations, mais on sentait quand même qu'il y avait un manque quelque part. C'est-à-dire on est trilingue, mais on n'a pas une nette maîtrise d'aucune des 3 langues. Donc vous êtes parfaitement trilingue, vous maîtrisez 3 langues? Non, on n'a pas une maîtrise parfaite de la langue. C'est-à-dire en termes de parler, il y a des fois des mots qui vous échappent ou c'est plus profond que ça? En général. C'est-à-dire que nous, étant trilingues, on est as dans les 3 langues, mais on n'est pas, par exemple, vous n'êtes pas des experts en fait, des experts de la langue française ou des experts de la langue anglaise, mais vous arrivez à converser. Oui. Donc je pense que c'est le plus important ça. Oui. Non? Oui. Je pense pas qu'il faut être vraiment expert dans l'une des 3 langues pour savoir converser, mais je pense que parfois, il faut que notre pays, c'est un pays arabe, il faut que normalement soit maître en arabe. Donc l'arabe, il faut maîtriser l'arabe. Il faut parfaitement maîtriser l'arabe parce car c'est notre langue. Parce qu'aujourd'hui, il y a la majorité de la population qui ne maîtrise pas la langue arabe littéraire. Donc c'est ça aussi. Ils ne savent que le darija. La langue littéraire arabe elle est très difficile, mais personne ne la maîtrise parfaitement. Et toi, là-dessus, parce que tout à l'heure, Yasmine nous disait, moi, j'ai appris l'anglais et le français via des cours extrascolaires. Oui. Est-ce que ça a été ton cas aussi? Ou est-ce que tu as appris l'anglais? Eh bien, on étudie tous dans la même école, donc on a commencé l'anglais dès notre première année de primaire. On a commencé par des mots faciles, voilà, comment dire bonjour, au revoir, merci, les animaux, les couleurs. Puis on a commencé à se développer un peu, on a appris un peu de grammaire, de vocabulaire, un peu d'expression écrite, communication. Et voilà, nous sommes arrivés ici. Et quelques élèves choisissent de prendre des cours d'anglais pour approfondir leur connaissance. Nisrine, c'était ton cas aussi? Comment les différentes langues, l'anglais, le français, est-ce que, comme Yasmine, tu as pris des cours, toi, ça s'est passé au niveau de l'école et tu l'as renforcé peut-être à la maison, parce qu'on dit qu'aujourd'hui, on peut apprendre parfaitement l'anglais grâce à YouTube, voilà. Oui, pour moi, j'ai renforcé ma langue anglaise par des cours supplémentaires, mais surtout pas à la maison, en regardant des films, etc. Parce que je pense que la base de l'apprentissage, c'est pas des cours grammaire, conjugaison, c'est plutôt regarder des gens parler pour apprendre à parler comme eux. La base de la communication, c'est ça. Par contre, apprendre des mots, la conjugaison et la grammaire, je pense que ça sert, mais ça sert pas autant que regarder des gens parler et essayer de parler par soi-même. Donc le parler vrai, ne serait-ce que via les médias ou les réseaux sociaux. Oui, et je pense aussi qu'on devait apprendre les langues dès le bas âge, parce que les enfants apprennent plus vite les différentes langues, et c'est prouvé scientifiquement que les élèves apprennent plus vite quand ils sont petits. Plus on est petit, plus on a des capacités d'aptitude en fait à apprendre des langues étrangères. Ismaël, juste sur le débat aujourd'hui de ceux qui sont pour les langues étrangères à l'école et à l'université dans un premier temps, et ceux qui sont contre. Est-ce que tu penses que le débat est légitime, ou alors il faudrait de toute façon, il n'y a même pas besoin de mener de débat là-dessus, ça s'impose naturellement? On ne peut pas communiquer avec le monde extérieur sans connaître et maîtriser ces langues. Pour faire passer une information, il faut bien avoir une maîtrise des langues étrangères, comme le mandarin, l'anglais, le français, ainsi que d'autres langues. Donc, pour l'usage de langues étrangères dans les écoles supérieures, ainsi que les écoles lycéennes, c'est un truc qu'on ne peut pas être contre. Oui. Donc toi, ceux qui sont contre, tu les comprends pas? Oui, exactement. Et ceux qui sont contre, par exemple, il y en a qui sont contre et qui disent voilà, parce qu'il n'y a pas les enseignants qui sont parfaitement formés, qui maîtrisent parfaitement le français ou l'anglais.
Donc on ne peut pas généraliser ça à l'école. Ça, c'est le discours d'un parti politique. Je ne suis pas à 100% contre. Parce que, comme je dis toujours, il faut toujours valoriser notre langue. Mais en s'extrémisant sur cette langue et se focalisant seulement sur cette langue, on ne pourra pas partir de l'avant. Yasmine, par rapport à les partis politiques, il y en a qui disent qu'ils sont contre. La majorité des partis sont pour. Hein. Mais il y a des partis politiques, on ne va pas les nommer, qui sont contre. Et il y a un parti qui dit non, parce qu'il faut que les langues à l'école doivent refléter l'identité nationale, c'est-à-dire notre identité. Il y a une autre formation politique qui dit on n'a pas les enseignants qui maîtrisent parfaitement l'anglais ou le français pour enseigner les matières scientifiques qui sont disponibles. Donc il faut d'abord former les enseignants aux langues. Bien sûr, bien évidemment, je suis pour l'apprentissage des langues étrangères à l'école, puisque ça permet de connaître plusieurs langues. Mais avant tout cela, il faut bien sûr former les enseignants pour pouvoir bien passer l'information et bien nous faire apprendre la langue. Je voudrais aussi parler d'un autre truc. L'option de choix de langue au collège est à mon avis très importante puisqu'elle permet aux étudiants de choisir d'apprendre une langue qu'ils aiment et qu'ils apprécient et bien évidemment qui leur servira dans leur carrière. Dès les premières années de collège, dès la première année collège en fait. Et je suis pour cette idée. Notre fille, sur des formations politiques qui sont... la majorité est pour l'introduction des langues étrangères comme langue d'enseignement, essentiellement à l'université, mais il y en a qui sont contre. Dans les deux partis qui sont contre, il y en a un qui dit mais on n'a pas les enseignants, et l'autre qui dit il faut préserver l'identité nationale. Donc il s'oppose à l'introduction de langues étrangères. Sans regarder le fait que l'on ne peut pas survivre sans les langues étrangères à l'extérieur, je pense qu'il faut préserver notre identité nationale en étant marocain et d'apprendre l'arabe, mais je ne pense pas qu'il faut arrêter d'apprendre les langues étrangères parce que c'est devenu une partie très importante du monde. Et ironiquement, le français, il est en dessous de l'arabe dans le classement international, mais comme ça, c'est une langue plus ou moins plus importante que l'arabe. Le français? Oui, le français. Sans parler du fait qu'on est marocain. Et je pense qu'il faut aussi former les enseignants aux langues étrangères parce qu'il ne faut pas ramener des enseignants comme ça, enseignant ces langues sans être enseignés eux-mêmes. Voilà. Vous avez eu de bons enseignants qui Oui. maîtrisaient parfaitement la langue française ou l'anglais? Par contre, dans le milieu... Oui. Par contre, dans le milieu rural, les professeurs n'ont même pas 31% en ce qui concerne la maîtrise de la langue française. 31%, même pas 54% en ce qui concerne les mathématiques même. Par contre, dans le milieu urbain, où c'est mieux, 87% des enseignants, les enseignants maîtrisent 87% du français. C'est pour les statistiques de maîtrise, de maîtrise des langues, oui. et de maîtrise des matières. Du coup, pour apprendre... Est-ce que tu sais que dans le monde urbain, dans nos villes, dans nos métropoles et périphéries, le taux de chômage est beaucoup plus important que dans les campagnes? Oui. C'est-à-dire qu'on a des enseignants, par rapport à ces statistiques que tu viens de nous donner, qui sont vraies, où il y a effectivement le monde rural, même s'il y a encore des déficits, il y a des lacunes, mais il y a quand même des choses qui sont faites. Par rapport aux villes, le niveau de sous-emploi est plus important en ville que dans le monde rural. Donc, ça veut dire qu'on peut bénéficier d'un enseignement de qualité en ville, mais pour autant ne pas avoir de débouchés. Oui, ça montre la différence de notre système éducatif parce qu'il ne forme pas des personnes qui sont assez pour les différents métiers qu'il y a dans le pays. Par exemple, il y aura 10 000 ingénieurs et il y a 50 jobs pour l'ingénierie. Du coup, il faut savoir former les étudiants. L'école doit former en fonction des besoins de l'économie. C'est votre sentiment à tous? Ça, c'est parce que c'est un vrai sujet de débat aussi. Oui. Ismaël, l'école au service de l'économie? Non, pardon, si je vais un peu changer de sujet, mais par rapport à ce que vous avez dit, oui. par rapport aux villes, qu'aux villes, il y a plus de chômage que par rapport aux campagnes rurales. Faut pas négliger le fait que... Et les diplômés aussi. Hein. Les diplômés, plus on a de diplômes dans notre pays, plus on a de chances de ne pas avoir de job. N'oublions pas que la migration envers les villes est une migration continue. Donc, quelqu'un qui a une étude un peu basique dans la campagne va vouloir partir dans la ville il rêve d'une vie meilleure, tu vois, pour plus d'offres d'emploi et tout, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, faut essayer de trouver des solutions, et la solution, c'est d'essayer de trouver
de créer des offres d'emploi qui encouragent ces jeunes-là. Dans le monde rural, pour éviter l'exode rural. Pour éviter l'exode rural, exactement. Juste, l'autre fille, est-ce que l'école, et d'ailleurs par rapport à ces jeunes aussi que vous avez rencontrés qui viennent de 130 pays, est-ce que dans tous ces pays-là, majoritairement, l'école est au service de l'économie? Je ne dirais pas forcément tous, car quelques pays, leurs écoles ne sont pas vraiment au service de l'économie. C'est surtout l'école pour l'élève, pas Pour vraiment l'épanouissement pour le pays. personnel de l'enfant. Oui, voilà. Parce que nous, on se dirige vers ça, peut-être aussi. On dit, voilà, en fait, il faut nécessairement orienter école, emploi, École, enfin. économie. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Yasmine? Je pense Est-ce que que- c'est une très bonne initiative. Et que l'école soit au service de l'économie? Non. Non, Ou que l'école plutôt soit au que service de l'école l'épanouissement soit personnel de l'épanouissement l'enfant. de l'élève. Ouais. Puisque ça lui permet d'avoir plusieurs expériences et découvrir plusieurs autres pays, comme par exemple notre expérience qu'on a passée à New York. On a pu assister à plusieurs workshops et conférences au siège des Nations Unies à New York. Nous avons aussi pu visiter la ville de New York. Allez, c'était comment la ville de New York? C'était 5e Avenue, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est vrai? On a visité plusieurs monuments culturels et artistiques. C'était excellent. Mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi? Ce qui m'a le plus marqué, c'est que nous avons partagé une belle expérience avec des jeunes des 4 coins de la planète. On a communiqué avec eux, partagé nos connaissances, etc. Est-ce que tu les as trouvés différents ou est-ce que tu t'es trouvée différente d'eux? Je me suis trouvée différente d'eux. C'est-à-dire, à quel niveau? C'est que je sais pas comment expliquer, mais Qu'est-ce que tu as ressenti? Ils étaient plus grands de taille, plus petits, plus gros, plus ils minces? étaient plus grands que nous. On était les plus jeunes dans ce programme, en fait. Ouais. On était les plus jeunes dans ce programme. Mais on a pu communiquer facilement avec eux. On s'est bien entendus ensemble et tout. Nisrine, toi, qu'est-ce qui t'a marqué? La 5e, en dehors de la 5e Avenue et la ville de New York, est une des villes les plus cosmopolites au monde, où il y a le plus de melting pot social. Le fait qu'on a rencontré des personnes venues du monde entier, qu'on a su nouer des relations avec eux, découvrir une nouvelle culture à travers ces personnes. C'est grâce à eux, au travers Grâce d'eux, à en eux, fait. on découvre un peu plus ce qui se passe dans le monde, parce qu'on n'est pas seul, qu'il y a d'autres pays et il y a d'autres personnes, il y a d'autres cultures qui Qui ont d'autres différentes. visions du monde. Est-ce que D'autres visions vous du avez monde. pu croiser aussi les visions du monde qui étaient des uns et des autres, en fait? Parce qu'on n'a pas forcément la même perception, la même vision du monde dans sa globalité. Oui, exactement. Oui, on a... Est-ce que tu t'es senti, c'est la même question que j'ai posée à Yasmine, est-ce que tu t'es senti un peu différente ou tu les as trouvés un peu différents sur certains aspects, ces jeunes-là que tu as pu croiser pendant quelques jours aux États-Unis? Je pense que pendant ces quelques jours, on s'est sentis comme un. On était les mêmes. On participait au même programme, jeunes ambassadeurs onusiens. On faisait les mêmes workshops. Du coup, on se partageait les idées et on était amis. Du coup, on se sentait pas si différents qu'eux. Ismaël, différent, pas différent au milieu de ces jeunes venus de 130 pays dans... C'était différent surtout le type, surtout la manière dont on a eu les informations. Les informations étaient dans des espaces ouverts et il y avait la personne qui nous donnait des informations. On était plus ou moins libre et je sais pas, on était plus ou moins libre, mais on a eu une facilité d'acquérir ces informations plus facilement que l'école ici. Mais vous avez pu discuter. Que l'école ici, Oui, exactement. beaucoup plus d'informations. Beaucoup plus d'informations et d'une facilité. Beaucoup plus fluide, en fait. C'était beaucoup plus fluide. Mais humainement, dans les échanges que vous avez pu avoir, au-delà du fait d'avoir participé au même programme, aux mêmes ateliers, aux mêmes workshops, vous étiez avec des Chinois, avec des Américains, Il y avait des Chinois, avec des Danois, des Japonais, des Asiatiques, des petits, des grands. Pays que vous pouvez imaginer. Oui, en je veux fait. dire, il y a quasiment tous les pays du monde. L'hôtel Donc, brillait de toutes les couleurs en fait. Il y avait des Asiatiques, des Noirs, des Blancs, des Rouges. C'était plein de monde. Des rouges, là-bas. c'est quoi? Ils viennent d'où? C'est rouges. Blanc, noir, je suivais, mais là, Des rouges. Humainement, culturellement, qu'est-ce qu'on sent comme distinction, comme différenciation? Je vous pose cette question, pourquoi? Parce qu'on rentre dans un monde, et c'est vous qui allez être les acteurs de ce monde-là d'ailleurs, complètement globalisé, En fait, uniformisé. Où on va que- tous consommer la même chose, on va tous produire à peu près les mêmes choses. Et voilà, donc c'est-à-dire
Est-ce que déjà, oui, effectivement, parce que si vous me dites qu'on était tous, vous êtes sentis tous pareils, Oui. c'est qu'on est en plein dans la globalisation, quoi. En fait, ce qui m'a surpris au début, c'est que lorsque je mentionnais que j'étais marocain, la plupart des gens répondaient par le fait que, les Marocains, la nourriture, mais je ne veux pas que mon pays soit juste connu pour cela. Ça veut dire, quand je demandais à quelqu'un Marocain, couscous, Voilà. c'est ça, faites-me bien. Et bien que cela soit vrai, que le Maroc soit très célèbre pour notre sa cuisine est gastronomie. dans le top 3 mondial, Oui. on est sur le podium. Hein. Oui, mais Il n'y a pas que le couscous, mais... j'ai trouvé surprenant qu'ils ne savaient rien d'autre sur le Maroc à part que ça. Yasmine, c'est vrai? Oui, c'est Quand on disait Maroc, c'est couscous? ouais, c'était Encore directement aujourd'hui, en nourriture. 2019, à New York, aux Nations Unies, hein, C'était dans le cadre d'un directement- programme de jeunes ambassadeurs, même dans les magasins. Quand ils nous demandaient d'où est-ce que vous êtes, on leur disait on est marocain, ils nous disaient couscous. Ah, on a- Yasmine. Ouais, je partage l'avis de mon camarade. Il nous parlait directement de nourriture, mais on n'est pas vraiment connu pour nos études en fait au Maroc. Et c'est ce qui me rend un peu triste. Hein. Il y a Yasmine, Nisrine, pardon, là-dessus. Oui. On t'a des couscous aussi en permanence? Pendant 4 jours, c'était couscous. Mais oui, mais ils étaient sympas quand ils n'étaient pas racistes ou quelque chose. Quand on leur disait qu'on venait du Maroc, ils nous disaient salam alaikum. Ah, bah, tu répondais, elle est comme ça, là. Ouais, Donc voilà, il y avait bien sûr. Mais on n'est pas connus pour nos études. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient peu de connaissances sur notre pays, et Ouais. vous, à la limite, beaucoup plus de connaissances sur leur pays à eux. Ouais, ils c'est avaient ça presque pas de connaissances sur nos pays. Quelques-uns ne savaient même pas où le Maroc se trouvait exactement. C'est quoi? C'est les Américains, des Chinois, qui savaient pas forcément où se trouvait le Maroc sur la carte? Je sais pas, sur le globe terrestre. C'est plutôt quelle nationalité qui savait pas trop? Des Australiens, des... Plutôt des Américains, je pense. Hum. Oui, ils ne savaient pas d'où on venait. Du coup, je pense que le Maroc doit viser surtout l'éducation avant l'économie. Parce que si on améliore notre éducation, c'est la base de l'économie. Du coup, je pense que le Maroc doit se focaliser plus sur l'éducation. On consacre seulement 5,6% de notre PIB à l'éducation. Et je pense que c'est C'est malheureux. le plus gros budget, l'éducation nationale. Hein. On dépense déjà beaucoup d'argent, il y a encore plus d'argent qui va être dépensé cette année. Oui, mais je pense dépenser qu'il faut plus, ajouter, donc. il faut savoir où poser notre argent. Avoir un système, avoir Évaluation, performance, c'est ça? oui, des réformes plus constructives et pas se focaliser de vouloir ressembler par exemple à la France, au système éducatif français. Parce que le système éducatif français n'est plus si performant que ça. Il y a beaucoup d'autres systèmes comme le système éducatif finlandais ou américain. Ou danois ou norvégien, ouais. Oui. Mais justement, parce que par rapport à ça, je vais finir un petit peu avec vous là-dessus, sur les technologies. On dit qu'aujourd'hui, on a parlé de robotisation, de robots tout à l'heure, voilà. Réalité augmentée, l'intelligence artificielle. Donc on dit que toutes les nouvelles générations dont vous faites partie, vous, ça sera la génération Internet, plus que la génération Internet, entièrement digitalisée dans un monde complètement numérisé. Est-ce que là-dessus, vous allez faire, c'est à l'aube d'une carrière professionnelle, que je vous souhaite la plus longue et la plus riche possible d'ailleurs. Est-ce que la place des technologies, est-ce que vous, par exemple, vous appréhendez le monde de demain? On nous dit que 50-60% des nouveaux métiers apparaîtront sur les 5-10 prochaines années, donc il y aura beaucoup de disparitions d'anciens métiers. Comment vous appréhendez tout ça? En fait, il y a une question qui me tourne la tête depuis plusieurs temps. Pourquoi, en étant un pays arabe qui vers la modernisation des technologies, devenir un pays développé, pourquoi on n'utilise pas le développement pour créer on n'utilise pas le développement, la technologie pour créer des technologies meilleures? Notre éducation... C'est beaucoup plus être beaucoup plus dans l'innovation créée que l'innovation importée. C'est ça? Non, pas à 100% ça, c'est partiellement ça, Ouais. mais le fait que les classes marocaines n'ont pas changé depuis des décennies. Pourquoi ne C'est-à-dire pas... la peinture, les chaises, les tables, hein, Le type de classe, un prof, des chaises, des élèves, un cahier, un stylo, on écrit. Pourquoi ne pas utiliser la technologie éducative pour partir de l'avant? De un, l'élève aura une maîtrise plus ou moins importante au niveau de technologie et aura plus de facilité pour créer de nouvelles technologies en se basant sur la technologie qu'il a utilisée dans son jeune âge. depuis son plus jeune âge. Ouais. Sur justement, la question à l'autre fille, sur 6 métiers sur 10, grosso modo, c'est les grandes études internationales, en anglais ou en français, et traduit d'ailleurs même dans toutes les langues du monde, En fait, font l'objet de dire voilà, qu'il y a 6 métiers sur 10, c'est un peu plus de 50% des métiers qui vont disparaître d'ici 10 ans. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous appréhendez? Vous avez peur de cet avenir? Oui.
En fait, ce qui nous ralentit, c'est que les Marocains ont peur de la nouveauté. Ils ont peur d'avancer d'avancer de l'avant, car ils ont peur de commettre des erreurs, ils ont peur d'essayer de nouvelles expériences, et c'est ce qui nous laisse... Y compris au niveau parce que je crois savoir qu'on est un pays où tout le monde a un smartphone, tout le monde consomme de l'information sur smartphone. Mais il faut savoir exploiter ces nouvelles technologies à notre bien. On a tous les outils nécessaires pour avancer de l'avant, on a toutes les capacités pour... Est-ce que les jeunes que vous avez croisés, vous, aux États-Unis, ils ont une meilleure utilisation des nouvelles technologies que vous? Vous avez senti qu'effectivement, sur les smartphones, où ils étaient beaucoup plus connectés, ils étaient beaucoup plus au parfum de la dernière application, ou pas? Est-ce que vous avez senti un décalage technologique? Un petit décalage technologique, oui. Yasmine? Pas vraiment, on était pareil. Mais je trouve que l'introduction des technologies modernes au niveau des programmes pédagogiques peut contribuer à un enseignement de qualité et aussi changer les méthodes d'enseignement normaux. Par exemple, les relations entre enseignants et élèves, pourquoi pas utiliser des PC portables, des data shows, des trucs technologiques et bien sûr comprendre leur fonctionnement. Pas juste les utiliser sans comprendre à quoi ils servent en vrai. Donc là maintenant, vous avez fait votre première séance la semaine dernière aux États-Unis. Comment ça va se passer dans un avenir proche par rapport à cette formation programme de jeunes ambassadeurs onusiens? Parce que c'est des choses qui vont permettre aussi d'avoir une meilleure lecture de l'environnement politique, décisionnel, de pouvoir donner un maximum d'outils aussi pour pouvoir construire votre propre carrière professionnelle. Le programme a commencé dès début janvier, ici au Maroc. Oui. Lors de la période de février, c'était un voyage de 8 jours, donc 4 jours de formation, qui est simulation de l'ONU, ce qui se passe en l'ONU. On est parti souvent que jeunes ambassadeurs de Onusiens. Onusiens. Et la formation continuera ici au Maroc jusqu'à fin avril à peu près, en parlant de débattre sur les relations internationales, l'économie Maroc, l'avenir du Maroc, ainsi que d'autres sujets intéressants. D'accord. Et là, l'autre fille, est-ce que toi tu as des attentes particulières par rapport à tout ce qui a été vécu, que tu as vécu déjà aux États-Unis, et par rapport à ce programme-là? Oui, c'était une expérience très enrichissante et avec les séminaires qui viennent maintenant, on a ce samedi prochain un séminaire à l'ENCJ à Casablanca. Et on a aussi les semaines d'après. Pour toi, ça va être formateur? Oui. Pour tracer. Tu as envie de devenir ambassadeur, par exemple? Si l'avenir le veut, donc. Déjà, tu as des bases. Tu es arabophone, francophone Anglophone. et anglophone. Parce qu'il y a des ambassadeurs aujourd'hui chez nous qui ne maîtrisent pas 3 langues. Oui. Ces 3 langues-là, donc déjà, c'est une bonne base. Yasmine, ambassadrice ou pas? Oui, j'aimerais trop bien. C'est vrai? J'aimerais bien être ambassadrice. Pourquoi? Il y a quelque chose qui... Par rapport à ce que tu as vu aux Nations Unies, ou c'est déjà un rêve d'enfant? Non, pas vraiment un rêve d'enfant, mais par rapport à ce que j'ai vu aux Nations Unies, j'ai bien aimé communiquer et débattre, défendre un sujet. Voilà. Nisrine, ambassadrice future comme destin professionnel Oui. et de carrière? Ouais. Oui, j'aimerais bien. Après les formations qu'on a fait aux États-Unis et aussi au Maroc, ça m'a aidé à réaliser que j'aimais bien débattre et promouvoir mon avis, et sur ce que je pense qu'il est vrai, ce que je pense qu'il est vrai ou juste, et aussi. Pourquoi? Parce que le débat, ça permet d'avoir moins de certitude quand on débat. Oui, Parce que des fois, on va avoir des certitudes, et puis une fois qu'on a débattu, peut-être qu'on va se dire, en fait, je pensais mais je pense plus. Oui, je pense que débattre, c'est très constructif pour la personne. Ça nous aide à partager notre avis et à parfois à le changer. Et aussi, on a participé à une conférence aux Nations Unies sur l'Afrique, que je pense que c'est le berceau du nouveau monde. C'est le prochain essor économique du monde. Il a le taux de croissance le plus élevé. Et je pense qu'on n'investit pas trop en Afrique. Pas suffisamment? Pas suffisamment. On doit investir plus parce que les pays européens et américains, ils sont dans un point stagnant. Ils ne peuvent plus vraiment se développer. Par contre, l'Afrique, c'est... Mais ils sont déjà bien installés là-bas. Hein. Oui. Par contre, l'Afrique, c'est, je pense, le nouveau espoir. Oui. Du coup, je pense... En tout cas, d'un point de vue démographique pour l'humanité, on sait très bien que d'ici 2040, un citoyen sur 4 dans le monde sera africain. Oui. Voilà. Et s'il n'est pas africain, il sera chinois. Et après, ce sera le reste du monde. C'est comme ça que le monde est en train de se dessiner, en tout cas, selon les projections. Ismaël Moussaïd, ambassadeur ou pas?
Je Ou trouve ce programme, ça t'a permis d'avoir une ouverture peut-être un peu plus élargie sur le monde extérieur, d'apprendre beaucoup de choses, de croiser, de débattre, ce que nous dit Nisrine. Ça m'a aussi permis de savoir que être ambassadeur n'est pas seulement de porter le nom d'ambassadeur, d'honorer son pays, partir dans des conférences, dire je suis marocain. Ça, pour moi, c'est un vrai ambassadeur, quelqu'un qui honore son pays. Donc j'aimerais bien être ambassadeur. Un dernier mot sur l'Afrique, notre fille. Carrière en Afrique Nisrine nous dit continent d'avenir, métier d'avenir. Oui, je pense qu'avec un peu d'effort et avec beaucoup de temps, on finira par avancer de l'avant et on finira par accomplir nos buts. Bien sûr, tout ce qui nous manque, c'est les jeunes. Il faut promouvoir ce genre de trucs ambassadeurs, car ça nous a aidé à ouvrir les yeux un peu sur le monde et ça aidera beaucoup d'autres. Yasmine, pour conclure, l'Afrique. Est-ce que tu te vois, par exemple, dans 10 ans, mener une carrière professionnelle Oui, ambassadrice, pourquoi par exemple, pas, en parce Afrique que, grâce à la conférence où a participé l'Afrique aux Nations Unies, elle nous a permis de comprendre que l'Afrique a un rôle très important mondialement et donc du coup pourquoi pas investir en Afrique aussi. En tout cas, je vous le souhaite tous et toutes, et je vous souhaite surtout plein de bonheur et plein de réussite dans vos projets personnels et professionnels. Donc merci à Nisrine, Bib, étudiante, merci également à Ismaël, Moussaïd, étudiant également, merci à Yasmine, Merci. Smad, et merci également à Lotfi, Lam Et Saouri. je voudrais dire un autre Oui. mot. On remercie tous notre école, lycée Galilée, qui nous a permis de participer à ce programme et d'être ici aujourd'hui. Merci en tout cas, à vous d'avoir pris du temps et d'être venu ici pour débattre, de nous donner un éclairage aussi sur la place des langues dans le système éducatif et l'appréciation de chacun d'entre vous. Donc une fois de plus, merci à vous et je vous souhaite une belle journée et pleine de réussite. Merci.